Chapitre 79. La prairie. Examiner les lignes de sa face ou tâter les bosses de la tête de ce Léviathan, voilà ce que n'ont jamais entrepris ni un physiognomoniste ni un phrénologiste. Une telle tentative semblerait aussi pleine d'espoir que celle d'un lavater scrutant les rides du rocher de Gibraltar ou de Galles montant sur une échelle afin de palper le dôme du Panthéon. Pourtant, dans son célèbre ouvrage, Lavater étudie non seulement le visage humain, mais encore la physionomie des chevaux, des oiseaux, des serpents et des poissons. Il analyse même en détail toutes leurs expressions. Gall et son disciple Spurzheim ne manquent pas non plus d'évoquer des caractéristiques phrénologiques d'autres créatures que l'homme. Aussi, bien que je ne sois guère un pionnier qualifié, je me risquerais à tenter d'appliquer ces deux demi-sciences à la baleine. J'essaie tout, je réalise ce que je peux. Du point de vue physiognomonique, le cachalot est une créature anormale. Il n'a pas de vrai nez. Or, le nez étant le trait le plus saillant, le plus central, modifie peut-être tous les autres et commande l'expression générale. Il semble dès lors que son absence totale, en tant qu'appendice, doive largement influer sur l'aspect de la baleine. L'art du jardinier paysagiste veut qu'une flèche, une coupole, un monument ou une tour quelconque soit presque indispensable à l'harmonie de la scène. De même, un visage n'a pas de physionomie sans le beffroi ajouré du nez. Brisez celui du Jupiter de Phidias, quel triste reste vous aurez. Toutefois, le Léviathan a une stature si puissante, ses proportions sont si majestueuses que ce manque, qui rendrait hideux Jupiter, ne lui nuit en rien. C'est, au contraire, un surcroît de grandeur. À la baleine, un nez serait une impertinence. Tandis que pour ce voyage d'étude vous naviguez autour de cette immense tête dans votre petit canot, la noble opinion que vous vous faites d'elle n'est jamais entamée par l'idée qu'elle a un nez qu'on pourrait tirer. Exécrable trait d'esprit qui vous entra souvent même en contemplant le plus imposant fonctionnaire royal sur son trône. À certains égards, la vue la plus imposante qu'on puisse avoir de la physionomie du cachalot, c'est absolument de face. Vu ainsi, il est sublime. Un beau front humain méditant est pareil à l'est ému par le lever du jour. Dans le calme des pâturages, le front bouclé du taureau n'est pas sans grandeur. Le front de l'éléphant qui tire de lourds canons dans les défilés de montagnes est empreint de majesté. Humain ou animal, le front mystique est pareil au grand sceau d'or que les empereurs du Saint-Empire romain apposaient sur leurs ordonnances. Il signifie « Fais de ma main ce jour, Dieu ». Mais, chez la plupart des créatures, qui plus est chez l'homme même, le front n'est très souvent qu'une simple bande de terre alpine à la limite des neiges. Il y a peu de fronts qui, tels ceux de Shakespeare et de Mélanchthon, s'élèvent si haut et descendent si bas que les yeux semblent des lacs de montagnes limpides, éternels, immobiles, et au-dessus d'eux, dans les rides du front, il semble que l'on puisse suivre la piste des pensées, descendues pour y boire, pareil au cerf dont le chasseur des montagnes suit la trace sur la neige. Mais chez le grand cachalot, cette dignité suprême et puissante du front presque divine est si immensément amplifiée qu'à le voir ainsi de face, s'impose à vous, avec plus de force que n'en saurait dispenser tout autre objet de la vivante nature, le sentiment de la divinité et des puissances redoutables. Car ce qu'on voit est indéfini et ne présente aucun trait distinct, ni nez, ni yeux, ni oreilles, ni bouche, ni visage, car il n'en a pas à proprement parler, rien d'autre que ce vaste firmament du front, sillonné d'énigmes, silencieusement mis à la mer pour la perte des navires et des hommes. Vu de profil, ce front merveilleux ne perd pas sa grandeur, mais elle est moins impérieuse. On découvre clairement dans son centre cette dépression horizontale en demi-lune qui est, chez l'homme, selon Lavater, la marque du génie. Mais quoi, du génie chez le cachalot? A-t-il écrit un livre, prononcé un discours? Non, son grand génie, accru par son silence pyramidal, se révèle à ce qu'il ne fait rien pour le prouver. Je pense que la religiosité naïve du jeune Orient eût divinisé le cachalot s'il l'avait connu. Le crocodile du Nil a été divinisé parce qu'il n'a pas de langue, or le cachalot n'a pas de langue. Du moins, est-elle si menue qu'elle est incapable de protraction. Si, à l'avenir, une nation de haute culture, goûtant la poésie, devait rétablir le droit d'aînesse, les joyeuses divinités du printemps de jadis,
leur rendre la vie et les introniser à nouveau dans ce ciel, à présent si sectaire, sur cette colline à présent déserte, alors soyez sûrs qu'élevé sur le trône de Jupiter, le grand cachalot régnerait. Champollion a déchiffré les rites de granit des hiéroglyphes, mais il n'est pas de Champollion pour déchiffrer l'Égypte de chaque homme et le visage de chaque être. La physiognomonie, comme toute science humaine, n'est qu'une fable éphémère. Dès lors, si Sir William Jones, qui lisait 30 langues, ne pouvait lire le sens profond et subtil du plus simple visage de paysan, comment l'ignorant Ismaël pourrait-il espérer lire le terrible front chaldéen du cachalot? Je vous l'offre, déchiffrez-le si vous le pouvez. Chapitre 80. La noix. Si le cachalot est un sphinx pour le physiognomoniste, son cerveau représente pour le phrénologiste la quadrature du cercle. Chez le sujet adulte, le crâne mesure au moins 20 pieds de long. Si l'on enlève sa mâchoire inférieure, son crâne vu de profil ressemblera à une varlope inclinée reposant sur une surface plane. Mais lorsqu'il est vivant comme nous l'avons déjà vu, ce plan incliné est angulairement rempli, de façon à devenir presque carré. Par l'énorme masse superposée de pâté et de spermacéties à son sommet, le crâne forme un cratère pour les recevoir et dans une autre cavité, sous le long plancher de ce cratère dans une autre cavité dépassant rarement 10 pouces de longueur sur autant de profondeur, se trouve le cerveau du monstre, pas plus gros que le poing. Il se situe à 20 pieds au moins du front, caché derrière ces vastes fortifications comme la citadelle de Québec à l'intérieur du labyrinthe de ses ouvrages de défense. Il est caché en lui comme un coffret précieux, et j'ai connu des baleiniers pour dénier au cachalot tout autre cerveau que l'apparence fournie par la boîte à spermacéties. Dans leur idée, ces plis étranges et ces circonvolutions correspondent mieux à la notion de puissance qu'ils ont du cachalot, et ils considèrent cette boîte mystérieuse comme le siège de son intelligence. Il est certain que la tête du Léviathan vivant est phrénologiquement trompeuse. Rien ne signale son vrai cerveau. Comme toute puissance, le cachalot n'offre au commun qu'une façade. Son crâne une fois délesté du spermastie, si vous regardez son cerveau depuis l'arrière, vous serez frappé de sa ressemblance avec un cerveau humain vu sous le même angle. En vérité, si l'on plaçait ce crâne vu de dos, ramené à l'échelle de celui de l'homme, parmi des crânes humains, vous les confondriez et notant les dépressions qu'il présente à son sommet, vous déclareriez en jargon de phrénologie: cet homme n'avait de lui-même ni estime ni vénération exagérée. Mise en parallèle avec la masse et la puissance du cachalot, cette assertion vous donnera l'idée la plus vraie et la plus réjouissante de ce qu'est la suprême puissance. Mais si vous estimez que, vu ces dimensions relatives, on ne peut situer sainement le cerveau du cachalot, je vous suggérerai autre chose. Regardez attentivement les vertèbres d'à peu près n'importe quel quadrupède, vous serez frappé de la ressemblance qu'elles présentent avec un collier de crâne en réduction, chacune d'elles offrant une analogie rudimentaire avec le crâne proprement dit. Une théorie allemande veut que les vertèbres soient des embryons de crâne. Je ne pense pas que les Allemands aient été les premiers à relever cette curieuse ressemblance. Un mien ami étranger me la fit une fois remarquer tandis qu'il travaillait en bas-relief à orner la proue relevée de son canoë des vertèbres d'un ennemi qu'il avait tué. C'est, à mon avis, un manque grave de la part des phrénologistes que de n'avoir pas poussé leurs investigations du cervelet jusqu'au cordon cérébrospinal, car je crois qu'il y a beaucoup à découvrir sur le caractère d'un homme dans son épine dorsale, et, qui que vous soyez, j'aimerais mieux vous palper la colonne que le crâne. Jamais frêle colonne n'a soutenu la charpente d'une âme mûre et noble. Je suis enchanté de mon épine dorsale, hampe fière et hardie de ce drapeau que je déploie à demi face au monde. Appliquons cette partie de la phrénologie au cachalot. Sa première vertèbre cervicale continue sa boîte crânienne et le canal qui la traverse, affectant la forme d'un triangle pointe en haut, mesure 10 pouces de large sur 8 de haut, conserve une grande capacité assez longuement et va en se rétrécissant dans les dernières vertèbres. Le cordon cérébrospinal est bien entendu rempli d'une substance assez analogue à celle du cerveau. Qui plus est, il garde, sur plusieurs pieds de longueur, la dimension qu'il avait au sortir du cerveau, à peu près égale à celle de ce dernier.
Serait-il dès lors déraisonnable de dresser la carte de l'épine dorsale du cachalot, puisque vu sous ce jour l'étonnante petitesse de son cerveau proprement dit, et plus que largement compensée par la merveilleuse ampleur de sa moelle épinière? Mais laissons au phrénologiste le soin d'exploiter cette suggestion. Je n'en traiterai que par rapport à la bosse du cachalot. Si je ne me trompe, cette bosse auguste s'élève sur l'une des plus grosses vertèbres, formant en quelque sorte son relief extérieur. À cause de sa position, je dirais que cette haute bosse est le siège de la fermeté et du caractère indomptable du cachalot. Que le cachalot est indomptable, vous allez l'apprendre bientôt. Chapitre 81. Le Pécaud rencontre la Vierge. Au jour voulu par le destin, nous rencontrâmes le baleinier Jungfrau Capitaine, d'Éric de Deer de Brême. Les Hollandais et les Allemands, autrefois les plus grands baleiniers du monde, sont devenus les moindres, mais ici ou là, à de très grands écarts de longitude et de latitude, on rencontre parfois leurs pavillons dans le Pacifique. Pour une raison inconnue, la Vierge témoignait de beaucoup d'ardeur à vouloir nous présenter ses hommages. À bonne distance encore du Pécode, elle lofa, mit à la mer une pirogue dans laquelle son capitaine impatient se tenait à l'avant et non à l'arrière, comme il est d'usage. « Qu'est-ce qu'il tient dans la main » s'étonna Starbuck en désignant quelque chose que brandissait l'Allemand. « Pas possible, une burette pour les fanaux. »« Non, » intervint Stubb, « non, non, c'est une cafetière, monsieur Starbuck. Il vient nous faire le café, c'est l'homme à tout faire. Ne voyez-vous pas ce grand bidon à côté de lui? C'est son eau bouillante. Oh, il est un peu là, cet homme à tout faire. » « Ne nous racontez pas d'histoire, dit Flask. C'est une burette pour les lampes et un bidon à huile. Il n'en a plus et vient nous en mendier. » Pour curieux que paraisse le fait qu'un navire à huile soit contraint d'emprunter de l'huile sur un parage de chasse, et bien que cela fasse mentir le vieux dicton parlant de porter du charbon à Newcastle, le cas se produit parfois et le capitaine d'Eric de Deer venait bel et bien avec une burette, comme l'avait dit Flask. Dès qu'il fut sur notre pont, le capitaine Achab l'aborda brusquement, sans prêter la moindre attention à ce qu'il tenait à la main, mais dans son jargon hésitant, l'Allemand manifesta bientôt son ignorance complète de la baleine blanche, et détournant aussitôt la conversation sur son bidon à huile, il fit quelques remarques relatives à l'obligation où il était de regagner son hamac dans la plus profonde obscurité, ayant épuisé jusqu'à la dernière goutte sa provision d'huile de Brême et n'ayant même pas pris un poisson volant pour suppléer à ce manque. Il conclut en disant que son navire était vraiment ce qu'on appelle en termes de pêcherie un navire à lège, c'est-à-dire vide, méritant bien son nom de Jungfrau ou Vierge. Ses besoins pourvus, d'Eric s'en fut, mais il n'avait pas atteint le flanc de son navire que des baleines furent signalées simultanément par les hommes en vigie des deux bâtiments. Et d'Eric était si acharné à leur poursuite que sans perdre le temps de déposer à son bord son récipient, il fit virer sa pirogue et amena sur le Léviathan son réservoir d'huile. Le gibier étant apparu sous le vent, sa baleinière et 3 autres du navire allemand qui l'avaient suivi prirent une bonne avance sur celle du Pécode. C'était une gamme de 8 cachalots, ce qui est un groupe habituel. Alertés, ils fuyaient droit devant eux vent arrière, flanc contre flanc comme des chevaux attelés, laissant un large sillage blanc pareil à un parchemin sans cesse déroulé sur la mer. Au milieu de ce sillage rapide, bien des brasses en arrière, suivait un vieux mâle énorme, bossu, dont la vitesse moins grande, les plaques jaunâtres dont il était couvert, le faisaient paraître atteint de la jaunisse ou de quelque autre infirmité. On pouvait se demander s'il faisait partie de la gamme qui le précédait, car de tels vétérans ne sont ordinairement pas du tout sociables. Pourtant, il n'abandonnait pas le sillage, bien qu'en vérité ce remous dût le ralentir, car il se brisait contre son large mufle avec la fougue de 2 courants contraires qui s'affrontent. Son souffle court, lent et difficile, jaillissait comme suffoqué, s'épuisait en charpie, était suivi d'étranges commotions internes, semblant avoir leur issue à son autre extrémité invisible, car des bulles montaient de l'eau derrière lui. « Qui a du parégorique » demanda Stubb. « Il a mal au ventre, je crains. Seigneur, imaginez ce que ce doit être d'avoir la colique sur un parcours d'un demi-arpent. Des vents contrairement le bal en lui, les gars.
C'est la première fois que je vois un vent fétide soufflant à l'arrière, mais avez-vous jamais vu une baleine faire de pareilles embardées? Elle doit avoir perdu son gouvernail. Tel un navire trop chargé, descendant les côtes de l'Inde, portant un fret de chevaux épouvantés, donne de la bande, pique, roule et se vautre. De même cette vieille baleine soulevait son corps pesant, et de temps à autre, se retournant lourdement sur le flanc, révélait la raison de sa démarche tortueuse, due à sa nageoire de tribord, réduite à l'état de moignon. Il est difficile de savoir si elle avait perdu sa nageoire au combat, ou si c'était congénital. Attends un peu, ma vieille, et je vais te mettre ce bras blessé en écharpe, s'écria Flasque avec cruauté en lui montrant la ligne à côté de lui. Prends garde qu'elle ne te mette toi-même en écharpe, répartit Starbuck. Nagesse partout, sinon c'est l'Allemand qui l'aura. Les pirogues rivales amenaient toutes sur ce poisson, non seulement parce qu'étant plus gros, il avait davantage de valeur, mais encore parce qu'il était plus proche d'eux, et la gamme filait à une allure telle qu'elle défiait toute poursuite pour l'instant. Au moment critique, les baleinières du Pécaud avaient dépassé les 3 pirogues que les Allemands avaient mises à la mer après celles de Déric, mais celui-ci avait une telle avance qu'il tenait toujours la tête, bien que ses rivaux étrangers s'en rapprochassent toujours davantage. Ces derniers craignaient de ne pouvoir le gagner de vitesse avant que Déric ait jeté le fer à sa marque, ce dont il paraissait lui-même très sûr, car il faisait de temps à autre un geste de dérision vers eux avec sa burette pour les lampes. « Chien mal léché et ingrat !» s'écria Starbuck. « Il me raille et me défie avec la sibylle même que j'ai remplie pour lui il n'y a pas 5 minutes. » Puis, avec son habituel chuchotement intense, il ajouta « Nagez partout, lévrier, talonnez-le. » « Je vais vous dire, les gars, disait Stubb à son équipage, c'est contre ma religion de sortir de mes gonds, mais j'aimerais ne faire qu'une bouchée de cet infâme homme à tout faire. Nager, voulez-vous? Allez-vous vous laisser battre par ce scélérat? Aimez-vous l'eau de vie? Une barrique d'eau de vie au meilleur d'entre vous. Allons, l'un d'entre vous ne veut-il pas se faire sauter les artères? Qui a jeté l'ancre? Nous ne bougeons pas d'un pouce, nous sommes encalminés. Hello, voici l'herbe qui pousse au fond de la pirogue et juste ciel. Voici le mât qui bourgeonne. Ça ne va pas comme ça, les gars. Regardez l'homme à tout faire. Je vous le répète en long et en large, les gars, voulez-vous oui ou non cracher du feu? Oh, voyez-vous cette eau de savon qu'elle fait, disait Flasque en trépignant. Quelle bosse! Oh, jetez-vous sur le bœuf, je vous en prie. Il est là comme une souche. Oh, mes amis, que ça saute, je vous en prie. Des crêpes et des clovis, vous savez, mes amis, pour le souper, des coquillages cuits et des pains au lait. Oh, je vous en prie, sautez, c'est un sans baril, ne le perdez pas. Oh non, ne le perdez pas, je vous en prie. Regardez cet homme à tout faire. Oh, ne nagerez-vous pas pour du gâteau, mes amis. Vous vous esquivez, quel tir au flanc. N'aimez-vous pas le spermasti? Ça représente 3000 $, les gars. Une banque, toute une banque. La Banque d'Angleterre. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fabrique à présent cet homme à tout faire? Déric était en train de jeter sa burette et son bidon aux pirogues qui avançaient, peut-être avec le double objectif de retarder ses rivaux tout en accélérant lui-même, grâce à l'impulsion momentanée que cela provoquerait sur son arrière. Le rustre marin de Dogre hollandais, s'écria Stubb, nagez à présent, les hommes, comme 50 000 vaisseaux de ligne avec un chargement de diables à cheveux rouges. Qu'en dites-vous, Tashtego? Êtes-vous l'homme à vous rompre l'échine en 22 morceaux en l'honneur du vieux Gayhid? Qu'en dites-vous? Je dis que Dieu me damne si je peux tirer plus fort, répondit l'Indien. Âprement et régulièrement aiguillonnés par les sarcasmes de l'Allemand, les 3 baleinières du Pécode avançaient maintenant presque de front, et dans cet ordre le rattrapèrent momentanément. Dans cette magnifique attitude souple et chevaleresque des chefs lorsqu'ils s'approchent de leur proie, les 3 seconds encourageaient le dernier rameur d'exclamations stimulantes. La voilà qui glisse. Hurrah pour la brise du frère blanc. À bas l'homme à tout faire. Dépassons-le. Mais l'avance que Déric avait prise au départ était telle que, malgré leur vaillance, il eût été vainqueur de la course si la justice immanente n'était intervenue. Le rameur du milieu fit fausse rame, tandis que cet empoté luttait pour dégager son aviron,
mettant ainsi la pirogue de Derrick en danger de chavirer et provoquant chez lui des hurlements de fureur exacerbés. Starbuck, Stubb et Flask jubilaient. Avec un cri, ils se ruèrent brusquement en avant et se rangèrent obliquement près de l'Allemand. L'instant d'après, les 4 pirogues se trouvèrent en diagonale dans le sillage même de la baleine dont le remous écumeux s'étendait de part et d'autre de leurs flancs. Ce spectacle était à la fois exaspérant, terrifiant et lamentable. La baleine fuyait maintenant, la tête dressée hors de l'eau, expulsant sans discontinuer un souffle torturé, tandis que sa pauvre et unique nageoire battait son flanc dans une agonie de terreur. Elle embardait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre dans sa fuite incertaine, et à chaque lame qu'elle fendait, elle plongeait convulsivement dans la mer, ou, roulant sur le côté, battait l'air de sa seule nageoire. J'ai vu ainsi un oiseau, l'aile pincée, décrire, épouvanté, des cercles brisés dans le ciel, dans l'effort désespéré d'échapper à la piraterie du faucon. Mais l'oiseau avait une voix et disait sa peur en cris plaintifs, tandis que celle de cette brute géante de la mer était enchaînée en elle par un envoûtement. Elle était sans voix, hormis cette respiration dont son évent trahissait l'étouffement. Tout cela la rendait indiciblement pitoyable et pourtant sa masse étonnante, la herse de sa mâchoire, sa queue toute puissante suffisait à glacer d'épouvante la pitié du plus courageux. Réalisant que quelques instants de plus assureraient l'avantage aux baleinières du Péquod, et plutôt que d'être ainsi frustré du gibier, Derrick choisit de risquer un lancer exceptionnellement long, de crainte que ne lui échappe à jamais sa dernière chance. Mais son harponneur ne s'était pas plus tôt dressé que les 3 tigres qui, Keg, Tashtego et Daggoo, giclèrent instinctivement sur leurs pieds, et en rang oblique, pointèrent ensemble leurs fers et les lancèrent par-dessus la tête du harponneur allemand, et les 3 marques de Nantucket pénétrèrent la baleine. Fusée d'écume aveuglante, flamme blanche. Emportés par la fureur du bond en avant de la bête, les 3 pirogues heurtèrent le flanc de l'Allemand avec une force telle que Derrick et son harponneur déjoué furent jetés à l'eau tandis que passait sur eux le vol des 3 quilles. « N'ayez pas peur, mes boîtes à bord !» leur cria Stubb en leur jetant un regard au passage éclair. « Vous serez récoltés dans un instant, et très bien. J'ai vu des requins là derrière, ce sont de vrais Saint-Bernard, vous savez. Ils secourent les voyageurs en détresse. Hourra, c'est ce que j'appelle naviguer. Chaque quille est un rayon de soleil. Hourra, nous voilà comme 3 casseroles à la queue d'un couguar enragé. Cela m'invite à atteler, en plaine, un éléphant à un tilbury. Attaché de la sorte, il fait voler les rayons de roue, les gars, et on court aussi le danger d'être projeté au dehors quand on aborde une colline. Hourra, voilà ce qu'éprouve un gars quand il se rend dans la grande baille, un galop descendant une pente. Hourra, cette baleine porte le courrier de l'éternité. Mais la course du monstre fut brève. Avec une suffocation brusque, il sonda tumultueusement. Les 3 lignes filèrent sur les tabrins, avec un raclement si violent et une force telle qu'elles y creusèrent des sillons profonds. Les harponneurs, redoutant que cette plongée rapide n'épuise bientôt les lignes, donnèrent de toute leur force et avec adresse plusieurs tours à la ligne fumante, jusqu'à ce qu'ensuite de l'effort perpendiculaire sur les engougures de plomb, d'où les 3 lignes filaient dans les profondeurs, les plats bords de l'étrave se trouvassent presque au niveau de l'eau, tandis que les proues se dressaient vers le ciel. La baleine cessant bientôt de sonder, ils restèrent un moment dans cette posture délicate, craignant de donner davantage de lignes. Quoique des pirogues aient été tirées vers le fond et perdues de cette manière, cet amarrage comme on l'appelle, ces barbelures acérées plantées dans sa chair vive, sont bien souvent pour le Léviathan l'épreuve torturante qui l'incite à remonter en surface pour retrouver la lance aiguë de ses ennemis. Indépendamment du danger que comporte ce procédé, on peut douter qu'il soit toujours le meilleur. Néanmoins, on peut conclure logiquement que plus la baleine harponnée reste longtemps sous l'eau, plus elle s'épuise, car étant donné sa surface énorme, un cachalot adulte mesure à peine moins de 2000 pieds carrés. La pression exercée est également énorme. Nous savons tous sous quel poids étonnant d'atmosphère nous évoluons à ciel libre. Combien plus lourd le fardeau que doit supporter la baleine sur laquelle pèse une colonne de 200 brasses d'océan. Ce doit être au moins l'équivalent de 50 atmosphères. Un baleinier en a estimé le poids à celui de 20 vaisseaux de guerre avec tous leurs canons, leur matériel et leurs hommes.
Tandis que les trois pirogues se berçaient sur la houle légère, que les regards fixaient l'éternel midi de ces profondeurs bleues, sans qu'un cri, un gémissement, sans qu'une ride, une bulle même ne monte de ces abîmes. Quel terrien eût pu penser que sous tant de silence et de paix, le géant des mers se tordait déchiré par les affres de l'agonie. On ne voyait pas plus de 8 pouces de ligne perpendiculaire à l'étrave. Il semblait incroyable que le Léviathan fût suspendu à 3 fins fils de carré comme le gros poids d'une horloge à balancier. Suspendu, et à quoi? À 3 bouts de planche. Est-ce là la créature dont il fut une fois dit triomphalement: perceras-tu sa peau d'un dard ou sa tête d'un hameçon? Quand on l'approche, l'épée ne sert à rien, pas plus que la lance, le dard ou la cuirasse. Pour lui, le fer est comme de la paille, la flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume, il se rit du frémissement des javelots. Est-ce là la même créature? Est-ce bien elle? Oh, ces prophéties qui ne s'accomplissent pas. Car le Léviathan, dont la queue a plus de force que 1000 cuisses, a poussé sa tête sous les montagnes de la mer, afin de se cacher des javelots du Pécode. À cette heure de l'après-midi où le soleil décline, les ombres que les trois pirogues plongeaient sous la surface de l'eau devaient être assez longues et assez larges pour envelopper la moitié de l'armée d'Xerxès. Qui sait la terreur dont leurs fantômes mouvants pouvaient envahir la baleine blessée? « Parez, ils bougent, les gars !» cria Starbuck, tandis que les 3 lignes vibraient soudain dans l'eau, conduisant jusqu'à eux comme un fil magnétique les pulsations de la vie et de la mort de la baleine dont la trépidation se transmettait jusqu'au banc des canotiers. L'instant d'après, les pirogues, soulagées de la traction vers le bas, se redressèrent d'un bond, comme un petit iceberg secoué par le saut apeuré d'une troupe serrée d'ours blancs. « Rentrez la ligne !» cria à nouveau Starbuck, il remonte. Les lignes dont on aurait pu, l'instant d'auparavant, gagner une largeur de main, étaient rentrées toutes ruisselantes dans les pirogues et lovées à la hâte, et bientôt la baleine émergea à une encablure des chasseurs. Ces mouvements disaient son épuisement. Les veines de la plupart des animaux terrestres sont munies de valves ou de vannes qui, lorsqu'ils sont blessés, empêchent le sang de s'épancher, du moins sur le moment. Il n'en va pas de même chez la baleine, dont l'une des caractéristiques est de n'avoir pas de système valvulaire, de sorte que, lorsqu'elle est transpercée par une pointe, fût-elle aussi petite que celle d'un harpon, un écoulement mortel se déclenche dans tout son système artériel. Et lorsque cette hémorragie est accentuée par la formidable pression de l'eau à de grandes profondeurs, on peut dire que la vie s'échappe d'elle à flot continu. Néanmoins, elle a une telle quantité de sang, ses sources intérieures sont si nombreuses et si éloignées les unes des autres qu'elle ira perdant son sang encore et encore pendant fort longtemps, comme en période de sécheresse continuera de couler la rivière dont la source jaillit dans de lointaines collines invisibles. Même à présent que les pirogues amenaient sur cette baleine, évitant le proche danger de sa queue battante, maintenant que de nouvelles lances ouvraient de nouvelles blessures jaillissantes, que son évent ne faisait plus fuser sa buée qu'à intervalles, d'ailleurs rapides, même alors le sang ne giclait pas de cet évent parce qu'aucun centre vital n'avait été encore atteint. Sa vie, comme l'appellent les hommes de façon significative, restait intacte. Comme les pirogues la serraient de plus près, la partie de son corps, habituellement immergée, fut rendue visible. On vit ses yeux, ou plutôt la place où elle avait eu des yeux, comme d'étranges mousses s'insinuent dans les creux des nœuds des plus nobles chaînes abattues, dans les orbites que les yeux de la baleine occupaient jadis saillaient des protubérances aveugles, affreusement pitoyables. Mais il n'y avait pas de pitié. Car malgré son grand âge, son unique bras, ses yeux aveugles, elle devait être mise à mort, être assassinée, afin d'illuminer de joyeuses noces et autres réjouissances humaines, briller dans les solennelles églises qui prêchent la non-violence de tous envers chacun. Roulant toujours dans son sang, elle découvrit enfin un curieux bouquet décoloré, de la taille d'un boisseau, croissant bas sur son flanc. « Belle cible, dit Flasque, qu'on me laisse la piquer là une fois. »« Bast !» s'écria Starbuck, « c'est vraiment superflu. » Mais l'humain Starbuck n'avait pas été assez prompt.
À l'instant où la lance l'atteignait, le pu s'échappa de sa cruelle plaie, et la baleine, éveillée ainsi à une douleur intolérable, soufflant un sang épais, se lança dans une brusque et aveugle furie sur les pirogues, aspergeant de sang les hommes enorgueillis, chavirant la baleinière de flasques et endommageant ses avants. Ce fut le sursaut de la mort. Car elle était désormais si épuisée par son hémorragie qu'elle roula impuissante à l'écart du naufrage qu'elle avait provoqué, se coucha haletante sur le flanc, battit faiblement l'air de son moignon, puis lentement se retourna, petit à petit, comme un monde qui finit, révéla les blancs secrets de son ventre, resta immobile comme une souche et mourut. Rien n'avait été plus pitoyable que son dernier souffle. Pareil à un jet d'eau dont des mains invisibles diminuent progressivement la puissance, et dont la colonne, avec des gargouillements étouffés de mélancolie, décline encore et encore vers le sol. Il en alla ainsi du long souffle d'agonie du cachalot. Tandis que les pirogues attendaient l'arrivée du navire, le corps montra les symptômes de qui va couler, emportant ses trésors intacts. Aussitôt, sur l'ordre de Starbuck, il fut câblé en divers points, les pirogues faisant ainsi office de bouée, la carcasse suspendue à quelques pouces au-dessous d'elle. Lorsque le navire se fut approché, la baleine fut amenée à son flanc avec d'infinies précautions, amarrée par un grelin solide, car il était évident que si des précautions supplémentaires n'étaient pas prises, elle irait aussitôt par le fond. Il advint qu'au premier coup de pelle, on trouva enchâssé dans sa chair le fer entier d'un harpon rouillé un peu en dessous du bouquet que nous avons décrit précédemment. Mais il n'est pas rare qu'on trouve des pointes de harpon dans le corps des baleines, une chair parfaitement saine s'étant reformée sur eux et rien d'extérieur ne signalant leur présence. Aussi fallait-il qu'il y ait eu une raison inconnue à l'ulcération susdite. Plus singulière encore la découverte, près de ce fer enrobé d'une tête de lance en pierre prisonnière de chair intacte. Qui avait jeté cette lance de pierre? Et quand, il se pourrait que ce fût celle d'un Indien du Nord-Ouest bien avant que fût connue l'existence de l'Amérique. En cherchant bien, quelles autres merveilles ce meuble monstrueux eût-il livré? On ne sait, il fut brutalement mis fin à de nouvelles trouvailles, car le navire pencha de plus en plus dangereusement sur le côté, entraîné par la tendance croissante que la carcasse avait à s'enfoncer. Toutefois, Starbuck, qui avait le commandement, lutta jusqu'au bout avec une telle obstination, en vérité, que le navire aurait finalement chaviré s'il était resté jumelé à la carcasse, et lorsque l'ordre fut donné de s'en dégager, l'effort trop grand infligé aux têtes d'allonge, où les grelins de câblage de la queue étaient amarrés, rendit impossible de les lâcher. Le péco engagea à tel point que passer de l'autre côté du pont, c'était marcher sur le pignon abrupt d'un toit. Le navire gémissait et haletait. Nombre des incrustations d'ivoire des bastingages et des cabines sautèrent, déboîtées de manière anormale. En vain essaya-t-on de soulager les chaînes inamovibles avec des leviers et des anspets pour les libérer des têtes d'allonge, et la baleine avait pour lors coulé si bas qu'on ne pouvait atteindre leurs extrémités cependant que des tonnes semblaient s'ajouter au poids de la masse en train de sombrer et que le navire paraissait sur le point de faire quartier. Stubb harangua le cadavre. « Tiens bon, veux-tu? Ne sois pas si diablement pressé de couler. Par tous les tonnerres, les hommes, il faut faire quelque chose ou suivre le même chemin. Les leviers ne servent à rien, baste, je vous dis, avec vos inspects, que l'un de vous court chercher un livre de prière et un canif, et couper les grosses chaînes. » « Un canif? Oui, oui, s'écria Kikeg, et empoignant la lourde hache du charpentier, il se pencha hors d'un sabord, et acier contre fer, s'attaqua aux plus grosses chaînes. Il n'avait donné que quelques coups, fleuris d'étincelles, que l'attraction trop forte fit le reste. Toutes les amarres lâchèrent avec fracas, le navire se redressa et la carcasse coula. Cette perte inhabituelle d'un cachalot fraîchement tué est un étrange accident dont aucun pêcheur n'a pu jusqu'à ce jour fournir une explication valable. D'ordinaire, le cachalot flotte avec beaucoup de légèreté, son flanc ou son ventre largement soulevé au-dessus de l'eau. Si seules les baleines qui coulaient étaient vieilles, maigres et le cœur brisé, leur rembourrage de lard perdu et les os alourdis de rhumatisme, on pourrait alléguer avec quelque raison que le fait est dû à une gravité spécifique accrue du poisson ayant perdu ses flotteurs de graisse.
mais ce n'est pas le cas. Car de jeunes baleines, resplendissantes de santé, débordantes de nobles aspirations, sont prématurément enlevées au printemps de la vie, dodus de tout leur lard. Pareils héros gras et musclés vont parfois par le fond. Ajoutons encore que le cachalot est beaucoup moins sujet à cet accident que tout autre cétacé. Pour un cachalot, il sombre 20 baleines franches, leur ossature beaucoup plus importante en est sans doute responsable. Leur store vénitien à eux seuls pesant souvent plus d'une tonne. Le cachalot, lui, n'en est pas embarrassé. En certains cas, après quelques heures ou quelques jours, la baleine remonte en surface plus légère qu'au cours de sa vie. La raison en est évidente. Des gaz se sont formés qui la dilatent prodigieusement, et elle devient une sorte de ballon animal. Un vaisseau de guerre ne suffirait pas alors à l'enfoncer. Dans les pêches côtières des baies de la Nouvelle-Zélande, lorsqu'une baleine franche menace de sombrer, on lui attache des flotteurs avec de bonnes longueurs de filin, afin de savoir où la chercher lorsqu'elle refera surface. Peu de temps après que la carcasse eut coulé, les guetteurs du Pequot annoncèrent que la Vierge remettait les pirogues à la mer. Bien que le seul souffle en vue fût celui d'un dos en rasoir, espèce impossible à capturer à cause de sa puissance de nage. Toutefois, le souffle du dos en rasoir ressemble tellement à celui du cachalot que les pêcheurs inexpérimentés les confondent souvent. Ainsi Derrick et sa tribu se lançaient vaillamment à la chasse de cette brute inapprochable. Portant tout dessus, la Vierge se lança à la suite de ses enfants, et elles disparurent ensemble sous le vent, chassant encore avec audace et espoir. Oh, mon ami, ils sont nombreux les dos en rasoir et les Derrick.